À vous dire vrai, je suis très content d'avoir eu ce prix. D'abord, comme vous l'avez dit, c'est un prix prestigieux. Et puis, pour moi, personnellement, dans mon parcours littéraire, ça couronne une œuvre sur laquelle j'ai travaillé quand même pendant des années. Ce n'est pas un roman que j'ai écrit en quelques jours, en quelques mois, mais c'est quand même un roman qui a traîné avec moi pendant des années, de par l'impertinence du sujet. C'est un sujet qui relate un petit peu une décennie antérieure à la décennie noire, où j'ai essayé de faire disons, une plongée dans l'inconscient collectif de la société pour raconter un petit peu, pour essayer de déceler les prémices de la violence. Pourquoi nous en sommes arrivés à une décennie quand même qui a fait table rase de tout ce qui était beau en Algérie. Alors l'histoire commence, donc Pluie d'or, c'est le titre de l'ouvrage qui est paru aux éditions Chieb, dans un climat un petit peu apocalyptique, avec une série de catastrophes naturelles, une sécheresse suivie d'un séisme dévastateur qui va pousser une partie de la population par crainte ou par conviction à se tourner vers la religion. Et c'est dans ce contexte que va émerger un personnage que vous nommez El Mehdi. El Mehdi qui va fonder à sa manière et à l'image d'une secte, finalement, on peut le dire, les Compagnons de la Chamelle, un groupe dont l'un des premiers coups d'éclat va être de prendre possession de la mosquée en chassant l'imam officiel, qu'ils vont qualifier, traiter de fonctionnaire. Ils vont dégrader d'ailleurs le minbar de cette mosquée et mettre de fausses fatwas. Finalement, c'est l'histoire d'une hystérie collective. Il y a une dimension un petit peu anthropologique pour mieux comprendre les origines de cette violence. Ce qui vous a motivé dans cet ouvrage, c'est un petit peu de comprendre le pourquoi des choses. Oui, parce que moi j'ai vécu cette période, début des années 80. Il faut signaler que fin des années 70 et début des années 80 a été buriné par deux grands événements concernant l'Algérie. C'est la mort de Feu Houari Boumediene et avec lui tout le rêve du grand projet de société du socialisme et auquel les Algériens ont cru de tout cœur. Et l'apparition tout d'un coup d'un autre rêve qui s'appelle l'État islamique, à travers la révolution islamique d'Iran. Oui. Donc, et comme nous sommes au milieu des années 80, l'Algérie, de par aussi la chute du prix du pétrole, l'arrêt de tout investissement sur le plan industriel et tout, nous sommes entrés dans une phase sociale très très difficile, avec la pénurie des produits alimentaires, avec le chômage et tout. Et ensuite, et comme par hasard, il y a eu aussi deux séismes. C'est le séisme d'octobre 80 et c'est le séisme aussi de 89. Donc, c'est-à-dire que tous ces éléments ont fait que la société algérienne de l'époque, qui a perdu ce qu'elle avait tenu entre les mains depuis le début de l'indépendance, c'est-à-dire le projet socialiste, et elle ne pouvait pas aussi prôner le projet capitaliste parce qu'il rimait avec la colonisation, il rimait avec l'impérialisme américain. Donc, il fallait trouver un autre rêve, un autre mythe. Et c'est comme ça aussi que toute la société est entrée dans un délire collectif. Et bien sûr, quand il y a la masse, quand on dit l'âme, al-ghawgha, qui commence à légiférer, qui commence à lancer des fatwas, et on voit des comportements qui sont vraiment ce que j'ai appelé fantasmagoriques. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas comment, pourquoi c'est-à-dire chaque personne, et puis beaucoup de groupuscules qui se sont formés, beaucoup de partis aussi, qui ont commencé à légiférer et à prôner un certain mythe de ce qu'on appelle l'État islamique, sans vraiment comprendre la société, et puis ce fut comme un retour vers ce passé qu'on appelle âge d'or, alors qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'âge d'or. C'est-à-dire que tous les âges, toutes les périodes historiques sont pleines de conflits, de guerres, de conflits d'intérêts, de conflits. Parce que oui, parce que là, vous contextualisez sur ces années 80, mais finalement, vous faites aussi des rappels dans votre ouvrage, et c'est là qu'on s'intéresse un petit peu à la dimension anthropologique, j'ai envie de dire, de cette violence, une dimension qu'on a souvent évitée, occultée. Quand on s'intéresse à cette violence, on pense toujours contexte économique, socio-économique, voire sociétal, mais on oublie un petit peu cette dimension anthropologique, on oublie un petit peu le fait que cette hystérie collective, eh bien, elle fait son lit dans la superstition, dans une connaissance
partielle, voire inexistante même, de l'islam. Donc finalement, ce n'est pas une spécificité des générations actuelles. Et on pense bien évidemment, et vous le soulignez, à Ibn Tumert. Oui, oui. C'est-à-dire qu'une société qui entre dans, entre guillemets, une guerre, et on ne peut pas en faire une explication moniste. On ne peut pas avancer une seule explication, qu'elle soit politique, économique, sociale. Mais il y a, je pense que toute société aussi, il y a dans l'inconscient collectif quelque chose qui l'a fait travailler, qui oriente les comportements. Et ce sont toutes les références historiques. Vous savez que dans la société, nous avons toujours des restes de l'histoire qui sont véhiculés par des livres, véhiculés par des histoires, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que ce qui a attiré vraiment mon attention et mon étonnement aussi, c'est qu'il y a deux événements qui sont... un événement qui s'est passé à l'époque d'Ibn Tumert, quand il s'est intronisé imam de la résurrection, et il a rassemblé un certain nombre de personnes de sa montagne berbère au sud du Maroc, et il leur a fait croire dans une duperie qu'Ibn Khaldoun en a parlé, Abdelrahman El-Jalali dans son Histoire de l'Algérie on a parlé, pour faire croire à ces gens que les morts ont parlé, que les morts ont répondu à sa demande d'approuver ses dires. Et je trouve aussi que le même événement s'est produit en Algérie en 1989, où justement un parti politique a fait, c'est un parti politique qui, il faut le nommer, le fils, a rassemblé quand même des milliers de personnes au stade du 5 juillet, et il leur a fait croire par une duperie du laser que le nom de Dieu s'est inscrit dans le ciel comme étant un miracle divin. Et si on voit aussi ce qui s'est passé à l'époque d'Ibn Tumert lors de son retour de l'Orient et son voyage de Constantine jusqu'à Sousse, et le fait avec ses compagnons où il proclamait tous les interdits possibles, c'est-à-dire interdire la musique, interdire la joie, la mixité, toutes les formes, pour lui, la vie n'est que prière et adoration. Et nous allons trouver aussi, à partir de 86-87 jusqu'en 92, en Algérie, nous allons trouver les mêmes comportements. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont organisés pour interdire les concerts de musique, pour interdire toute forme de joie, toute forme c'est-à-dire pour interdire l'art et la culture en général. Parce que ce qui fait vivre l'homme après ce qu'on appelle, entre guillemets, prosaïquement, le tube digestif, il y a la culture. Il n'y a pas une société sans culture, sans art, sans cinéma, sans poésie, sans musique. Je ne vois pas ce qu'elle représente dans la hiérarchie des sociétés humaines. Donc c'est pour ça que, et pour intégrer cette histoire, cette biographie d'Ibn Tumert, il fallait aussi utiliser une technique littéraire, parce que ce roman, je dis, ce n'est pas un essai. C'est un travail de longues années. C'est un travail de longues années, c'est une histoire, c'est des personnages, c'est des scènes qu'il faut, c'est-à-dire on doit le lire avec plaisir, on ne doit pas le lire comme... D'ailleurs, il n'y a pas de ce qu'on appelle de longues discussions philosophiques. C'est pas moralisateur. C'est pas moralisateur du tout, et c'est pour cela qu'il faut trouver, j'ai utilisé la technique du manuscrit. C'est-à-dire que les compagnons de la Chamelle, à partir du moment où ils ont investi la mosquée, donc El Mahdi, il va trouver un manuscrit, et c'est une technique pour retourner, pour faire revivre, voilà, pour rendre ce qui s'est passé du temps d'Ibn Tumert présent dans la trame du roman. Et bien sûr, le roman, il y va, et il se termine vers la fin des années 80, avec les manifestations d'octobre 88, et avec la montée de la violence intégriste, et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, vous parliez justement de la culture. La culture, c'est ce qui nous fait vivre, pour citer Mouloud Mamri, auquel Qadour Mohamed n'a pas manqué de rendre hommage d'ailleurs lors de la remise de ce prix Escale littéraire. Qadour Mohamed qui lui a remporté le prix Coup de cœur. Nos équipes y étaient. On va apprécier ce reportage consacré à la remise de ce prix. On se retrouve juste après.
Le jury du prix Escale littéraire d'Alger, présidé par Akli Tadjer et Denis Labelle, a distingué jeudi 29 septembre l'écrivain Mohamed Sari pour son roman Pluie d'or, paru aux éditions Chihab. Ce roman-là, c'est un peu, j'ai essayé de raconter les prémices de l'extrémisme religieux. Comment nous nous sommes retrouvés dès le début des années 90 dans une violence qui était vraiment effarante. Et à partir de là, il fallait retourner, il fallait voir. Et comme j'ai vécu cette décennie, je connais bien la société, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup d'éléments, d'ailleurs dans le roman, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont tirés directement de la réalité. Bien sûr, ils ont été retravaillés, refaçonnés, ça c'est connu. Hein. Un roman, ce n'est pas un reportage, disons. Mais c'est quand même, c'est pour ça que je dis que je suis content d'avoir eu ce prix. D'abord, c'est un jury indépendant, et puis c'est un prix qui récompense quand même des années de travail. Une mention spéciale du jury consacre l'œuvre de Kadour Mhamsadji, la 4e épouse, avec le prix Coup de cœur. L'auteur n'a pas manqué de rendre hommage à ses aînés, Kateb Yassine, Moufdi Zakaria ou encore Mouloud Mamri, tout en exhortant la jeune génération à lire. Les jeunes doivent lire. Ils doivent lire, ils n'ont pas à nonner. Il faut savoir lire entre les lignes, comprendre, la lecture s'apprend. Et dans tous les domaines, pas simplement en littérature, dans l'administration, dans la santé. Un médecin doit éduquer et instruire aussi. Dans l'administration, à la mairie par exemple, l'agent préposé à l'état civil, il doit aussi éduquer et instruire. Partout. On a unanimement on a voté Pluie d'or de Mohamed Sari. Ça c'est magnifique. On a tous choisi ce livre. Quant à Kadour Mhamsadji, ça a été le coup de cœur. Ça a été, on aurait souhaité qu'il soit le prix des escales littéraires, mais il a été évincé par Mohamed Sari, Pluie d'or. Et je suis très très heureuse pour ces deux livres-là, ces deux auteurs-là. L'un qui est traducteur, qui maîtrise les deux langues, donc Mohamed Sari maîtrise et l'arabe et le français. Dieu seul sait qu'il a traduit beaucoup de livres de Mohamed Dib, de Yasmina Khadra, de Assia Djebar. Donc il a fait un travail extraordinaire, et le voir lauréat des escales littéraires 2016, c'est que du bonheur pour Mohamed Sari et surtout pour notre littérature algérienne. Ce prix vise à promouvoir la littérature algérienne au-delà de nos frontières. Le lauréat de cette 4e édition bénéficiera d'une récompense financière, verra son œuvre diffusée auprès des entreprises et institutions partenaires de l'événement et sera l'invité du prochain Maghreb des livres qui se tiendra les 18 et 19 février à Paris. De retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, nous sommes en compagnie de Mohamed Sari, qui vous avez donc été primé avec ce prix de l'escale littéraire pour votre roman Pluie d'or, paru aux éditions Chihab. Alors, autour de ce personnage, El Mahdi, vont graviter aussi d'autres personnages, d'autres destins. Il y a le récit de son père. Son père, Cheikh Mbarak, qui est un charlatan fécondateur de femmes stériles, qui croit lui aussi dans son délire à pouvoir ressusciter les morts. Il y a le Moudjahed Ammar Kerrouch, qui signe des attestations d'anciens combattants à qui flatte son ego. Il y a aussi un commerçant qui descend de la ville pour prendre un petit peu sa part du butin après l'indépendance. Vous survolez plusieurs générations, plusieurs profils, j'ai envie de dire. Vous êtes diplômé également en sociologie littéraire, il y a eu de le rappeler, c'est une discipline qu'on connaît assez mal. On connaît aussi bien la sociologie que la littérature, on connaît un petit peu moins cette discipline. Ça explique aussi peut-être l'intérêt que vous portez à notre société. Vous vous intéressez aussi sur le statut de la femme dans cet ouvrage. Concernant la sociologie littéraire, moi j'ai fait mes études à la Sorbonne et je me suis spécialisé à un certain moment. J'ai écrit beaucoup de livres d'ailleurs sur la sociologie littéraire, sur le structuralisme génétique, Lucien Goldman, Georges Lukács, enfin ça c'est destiné spécifiquement pour les étudiants. Revenons justement aux différentes facettes du roman. C'est vrai que le roman, il est très complexe de par la multitude
la multiplicité des personnages, des scènes. Je raconte aussi presque un demi-siècle ou plus de l'histoire de l'Algérie. Le Cheikh Mbarak, sa première apparition, elle remonte aux années 30, aux années 40. J'essaie de raconter aussi cette vie des campagnes primaires où on croyait au charlatanisme, on croyait au derviche, on croyait parce que la société était arriérée, nous sommes en plein colonialisme et il fallait bien que le cheikh remplace le médecin, il a comment dire, des solutions pour guérir toutes les maladies, même féconder les femmes. Et ça, c'est connu dans nos campagnes. Et je vous assure que ce que j'ai raconté sur Cheikh Mbarak, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé. Depuis tout petit, j'entends beaucoup de récits sur ce genre de talib, charlatan et tout. Oui. Et bien sûr, j'ai sélectionner certains faits qui peuvent faire justement un personnage littéraire. Le Moudjahid aussi, Ammar Kourouch, on ne peut pas parler de l'histoire contemporaine de l'Algérie sans parler de la guerre de libération nationale. D'ailleurs, c'est un personnage, un pan de l'histoire. C'est ça, chaque fois. Oui. Chaque personnage, on s'intéresse à un pan de notre histoire. Dans tous mes romans, j'ai un personnage lié à la guerre de libération nationale, mais je ne voulais pas faire un personnage cliché, c'est-à-dire Moudjahid super-héros ou un harki. Non, j'ai fait un personnage un peu... Parce qu'au début, on a beaucoup d'empathie pour lui, et puis après, on a tendance un petit peu, quand on le voit comme ça, qu'il veut s'approprier. C'était un jeune campagnard, plein de vie. Donc on a de la sympathie pour lui, après on le voit prendre un chemin où on perd un petit peu de sympathie. Donc vous sortez vraiment du cliché, c'est pas le héros, c'est pas le traître, c'est finalement c'est un homme qui s'est retrouvé dans des conditions que j'ai décrites en plein rébellion, en plein guerre de libération nationale, mais après l'indépendance, lui qui descend des campagnes, il fallait bien qu'il vive, il fallait bien qu'il ait une maison, il fallait bien, et puis aussi comme les gens le sollicitaient, il racontait son histoire, donc pour lui, il est devenu une sorte d'icône, une sorte de mythe, et les gens aussi l'exploiter pour la signature, les signatures des fameux listes des Moudjahidines où il fallait 2 signatures pour une reconnaissance du statut de Moudjahid et puis on l'exploitait, mais lui, ce qui l'intéressait, ce n'était pas d'autres l'intéressaient. D'ailleurs, il y a un passage où j'ai fait allusion où Délias de Billet se passait sous les burnous et tout, alors que lui, il se contentait de signer parce qu'on vantait ses mérites de Moudjahid, on disait que tous ses exploits se racontaient dans tous les hameaux, dans tous les gourbiers, dans tout, voilà. Et puis aussi, il y a le destin aussi de 2 femmes aussi. Oui. L'héroïne principale, Neila, sa fille Leila, ça aussi, il faut en parler. Vous attaquez un tabou, les viols pendant la guerre d'Algérie. Oui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Heureusement, Madame Lahriz a dévoilé, a cassé le tabou. D'ailleurs, mon personnage, Neila, elle a été violée pendant la guerre de libération nationale et elle ne pouvait pas rester chez sa famille. Même si elle est victime du viol, donc elle ne pouvait rien faire, mais elle était obligée de fuir sa famille parce que c'est une honte. Et je dis que ses parents auraient aimé qu'elle soit retrouvée morte. Oui. Parce pour que l'honneur soit sauvé. Donc il y a aussi, et puis aussi il y a les jeunes, les personnages des jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui font partie des compagnons de la Chamelle. Il y a d'autres jeunes aussi qui sont là, qui n'étaient pas d'accord. Donc il y a beaucoup de petits dialogues comme ça. Il y a des jeunes. Et puis cette idée aussi, il y a 2 idées qui sont un petit peu, c'est une symbolique. C'est les jeunes qui attendaient l'arrivée du bateau. Alors, tous les gens attendaient l'arrivée du bateau qui va les emmener en Europe. Mais puis, il y a le cheikh, le Mahdi, qui vient lui dire non, la vraie route, ce n'est pas plutôt le vrai rêve. Le vrai destin, ce n'est pas d'attendre un bateau qui va vous emmener au pays des impies, mais c'est plutôt essayer de tracer, de travailler la route du cimetière. Je dis parce qu'en fin de compte, le cimetière, c'est la destinée presque obligatoire, fatale de tout le monde. Et la deuxième symbolique aussi, c'est le tunnel qui mène à la Mecque.
Oui. Et aussi, parce qu'il Oui, y a, c'est il y a, il y a extraordinaire, le cette cheikh, histoire, le marabout, dont on raconte que lui, il s'est retrouvé, il est venu directement à la Mecque. Il était gardien Il était sacrés. gardien du lieu sacré, la Kaaba. Et puis les Karamitages, ça aussi, c'est une allusion. Ils sont venus pour voler la pierre noire. D'ailleurs, l'histoire dit qu'elle a été volée pendant une quinzaine d'années ou je ne sais pas quoi. Et puis lui, comme il a voulu défendre la pierre noire, les Karamitas qui sont venus, les Karmates qui sont venus pour voler la pierre, ont essayé de le tuer et il a été sauvé. Par un miracle, un tunnel, et puis il se retrouvait au sommet d'une montagne, au sommet d'une montagne, et là, il a construit son mausolée. Il a construit d'abord son marabout, et ensuite son mausolée est devenu un vrai mausolée de recueillement, de pèlerinage. Et puis on dit aussi que c'est vrai parce que on raconte qu'une femme qui est allée faire son pèlerinage, elle a perdu une écuelle d'eau, et quand elle est revenue, elle l'a retrouvée dans le puits tout près du marabout. Voilà, c'est les légendes qui disent, parce que il faut dire aussi que l'Algérie, le Maghreb, est lié en Orient, il est lié par l'islam. Et les gens de tout temps faisaient des pèlerinages à pied, en caravane. Et à partir de là, j'essaie de dire, c'est une symbolique qui dit que nous sommes toujours liés avec l'Orient, de par la langue arabe et de par l'islam. Mais comment moi, je trouve que c'est une liaison mythique. C'est une liaison qui n'a pas... elle a une certaine réalité, mais la réalité, elle est beaucoup plus couverte et déformée par des histoires mythiques. Donc, c'est un peu, j'essaie de raconter dans certaines scènes qui sont un petit fantasmagoriques aussi. Hein. On vous invite d'ailleurs à découvrir cet ouvrage Pluie d'or paru aux éditions Chiheb. C'est servi par une plume déliée, par une galerie de personnages assez intrigants. Enfin, en tout cas, des personnages qui laissent jamais indifférents. Et puis, ces allers et retours. Donc, c'est écrit en français. Vous maîtrisez les deux langues. Vous avez écrit des romans en français et en arabe. Ce roman-là, c'est un roman en français, avec parfois quelques algérianismes, si je puis dire, pour ne pas dire gallicisme quand on parle de français. Là, ce sont quelques termes, des fois arabes, qu'on retrouve, comme l'avait fait Assia Djebar. Oui, qu'on retrouve très bien dans Assia Djebar. Femme sans sépulture. Il y a des termes qui sont intraduisibles ou qui perdent de leur force, ou c'est juste pour une question d'identité? C'est une question d'identité, beaucoup plus. C'est-à-dire, moi, on le retrouve surtout dans le monologue des femmes. Quand les deux femmes racontent leur histoire, moi, ce que j'entends en fin de compte, j'entends une voix qui parle en arabe dialectal, darja. Mais j'écris le roman en français. Donc, comment transmettre? J'essaie d'être fidèle au maximum, d'être d'une littérarité quand même, une traduction littérale la plus fidèle, parce que ça transmet une certaine vision des choses. Et nous avons des comparaisons qui sont extraordinaires. Par exemple, une femme qui te dit « Je te raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux que les vers de terre vont manger un jour. » C'est une expression tout à fait, c'est une expression, et c'est une expression qu'on ne retrouve pas en français. Ce qui explique ces va-et-vient dans cet ouvrage. Comme par exemple Assia Djebar qui dit dans Femmes sans sépulture, les femmes disent « La France est montée dans nos montagnes et nous a chassés ». Effectivement, c'est les soldats français qui sont montés, mais pour eux, parce qu'en arabe on dit France, c'est toujours France et non pas. Donc c'est un peu, et puis il y a beaucoup d'expressions. Si Assia Djebar, on le retrouve dans L'amour, la fantasia, Les voix qui m'assiègent, un petit peu. C'est surtout dans L'amour, la fantasia et Femmes sans sépulture. Oui, parce qu'elle fait parler. Elle fait parler beaucoup de femmes sur justement cette héroïne, Zuleika Aoudaï et beaucoup d'autres. Merci à vous, Mohamed Sarri. Vous étiez l'invité de la matinale. Je rappelle que votre ouvrage est disponible aux éditions Chiheb. En parlant de traduction, un ouvrage qu'on a trouvé chez un bouquiniste. D'ailleurs, on vous recommande vivement d'aller faire un tour chez nos amis bouquinistes. On trouve parfois des petites merveilles, Soud Tadout, La laine et le rituel des tisseuses. Donc, vous voyez, ça c'est un ouvrage qui est paru en 1967. Et en 1967, déjà avec des textes en français et en tamazight. Allez donc chez nos amis bouquinistes. D'ailleurs, la matinale ne manquera pas de rendre hommage mercredi à Ami Mouloud.